Salut Christophe. Bonjour Vincent. Merci d'être revenu. C'est une belle service. journée. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Oui. C'est une journée commémorative, en fait, une journée petit meeting avec des conférences qui se situent ici, sur le plateau de Malzéville, sur l'ancien site de l'aéroclub de l'Est. En fait, ici, il y a plusieurs aéroclubs. Il y a l'aéroclub ULM, l'aéroclub pour le vol à voile, et puis un petit aéroclub aussi de modélisme. Ouais, bien sûr. Tout ça, c'est un petit ensemble. On oublie donc du coup la partie aéroclub de l'Est qui se trouve à SLN aussi. Oui, ici, c'est la journée Marie Marvin. Marie Marvin qui est quand même une aviatrice renommée dans le coin. Oui, alors tous les ans, il y a une journée historique, Marie Marvin, au mois de juin. Une journée historique dans laquelle on a plusieurs conférences. Donc toi, tu vas faire une conférence aujourd'hui. On a aussi donc des gens qui vont venir faire d'autres conférences. On a militaire, notamment. Oui, deux militaires sur l'histoire de l'armée de l'air française et puis quelqu'un qui parle un peu de l'aspect espace. D'accord. De l'armée de l'air et de l'espace, il va plutôt parler du domaine espace. Et toi, tu vas nous parler de quelque chose qui est un peu plus local finalement pour l'histoire. Tout Tu à veux fait. parler de quoi finalement? C'est Alors, quoi ta conférence? En cette journée du 16 juin 2024, c'est le centenaire du hangar historique de Malzéville. Alors, excuse-moi, c'est pas ce hangar, on est d'accord. Non, Ça, c'est un pas hangar. celui-ci, c'est celui qui est juste à Voilà. côté. Nous, on s'est mis dans le hangar pour être au milieu des planeurs parce que, bon, on aime le vol à voile. On s'est mis d'ailleurs à côté de planeurs anciens, des planeurs en bois étoile. Oui, il fait pas très beau aussi aujourd'hui. Il fait bien très beau et on est à l'abri du vent, ça nous permet d'avoir un son à peu près correct. Espérons-le. Espérons-le. Donc toi, tu veux nous faire une jolie conférence donc, sur ce fameux hangar dit historique du plateau de Malzéville, qui a 100 ans aujourd'hui. Qui a 100 ans en Et on 2024. va essayer de comprendre que finalement, ce hangar, il s'est passé des choses. Il a vécu beaucoup de choses depuis sa construction donc en 1924. Il a vu beaucoup de monde, il a été touché par les aléas de l'histoire, il a été transformé plusieurs fois, Malmené, malmené sans doute voilà. aussi, et le vestige qu'on a aujourd'hui porte les marques de toute cette histoire, et quand on sait les regarder, eh bien, ce hangar nous raconte sa propre histoire. Alors ce hangar, il a été en partie restauré, et il y a eu des travaux dessus qui ont été faits dessus dernièrement. Et ces travaux, en fait, sont faits avec des matériaux modernes. Ça cache un peu le côté historique, le côté authentique de ce bâtiment. D'où l'idée de rappeler l'histoire du bâtiment. Ouais, de ne pas oublier effectivement comment il était au départ. Parce que ça, Absolument. les gens ne le savent pas, n'ont jamais vu. Donc ça, on va le voir durant ta conférence, je pense. Avec des infographies 3D Avec des infographies 3D, absolument. qui permettent de bien visualiser comment il est allé. Bah, Christophe, très bien. On va de toute façon je vais y se aller. diriger vers le centre de vol à voile qui se trouve à Je vais y côté, aller. dans la grande salle, Ouais. et tu vas nous parler de tout ça. Et bon, on sort tout de suite. C'est parti? C'est parti. Et ben on y va. Donc bienvenue à la journée Marie Marvin. Et si vous avez consulté votre petit programme, vous avez sans doute vu qu'il y a une erreur. Hein? Parce que oui, bah, c'est pas faute d'avoir demandé. Mais j'ai dit voilà que je faisais le centenaire du hangar de Malzéville, qui, si vous penchez un petit peu sur votre droite, peut être visible par la fenêtre. Hein? Et bah voilà, il y a eu une erreur et on a dit sur le programme Christian Munch. Alors si vous voulez, on peut peut-être se donner rendez-vous l'année prochaine pour Christian Munch. Ça peut être possible. Alors, donc le hangar de Malzéville, celui que vous avez peut-être regardé, visité tout à l'heure, a 100 ans cette année. Ce qui va commencer, on va commencer par tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues, hein, et en particulier le fait que ça serait un hangar de la Première Guerre mondiale qui aurait servi à des ballons, machin et tout. Alors ça, on oublie tout ça. Hein. On oublie tout ça. Donc cette photo de 1915, ce qu'il faut savoir, c'est que le plateau de Malzéville, même s'il était terrain militaire à partir de 1887, en fait, n'est pas occupé par l'aviation avant mars 1915.
Donc déjà, il n'était pas occupé par les aviateurs, et au début de la guerre, il n'est pas occupé non plus par les aviateurs. Il y a quelques avions qui se posent en 1914, mais c'est le commandant Kost de Mezrach qui était sur tout le croix de Metz et qui dit ça va pas, le terrain va pas pour les avions, et qui décide de s'installer à Malzéville. Donc en mars 1915. À partir de mars 1915, on va construire des hangars. En fait, tout autour de l'espace que vous pouvez parcourir aujourd'hui, hein, et ces hangars, on les retrouve ici. Ça faisait un grand arc de cercle qui allait, pour vous situer, de l'antenne, qui évidemment n'existait pas à l'époque, jusqu'à la ferme Sainte-Geneviève, en arc de cercle. Et globalement, pour vous situer, ici, nous sommes à peu près sur la zone où nous nous trouvons actuellement. Donc les hangars étaient disposés tout autour. C'était des hangars qui vont se développer. Alors cette image est très intéressante, mais le problème c'est que je suis mal placé. Voilà. Il faut se pencher un petit peu. On va faire comme ça. Vous m'en voudrez pas. Donc, cette image a été prise en 1916 par un pilote allemand. Et le petit-fils qui est venu voler ici a donné les images faites par son grand-père en disant voilà, c'était Malzéville. Alors Malzéville en 1916, hein, l'antenne TDF est globalement à peu près ici, hein, et vous avez un certain nombre de hangars qui se développent, hein, tout autour du plateau. Celui-ci est très intéressant parce qu'il est en construction, hein, ça se voit pas très bien sur l'image telle que je vous la projette, mais il est en construction. Vous avez ici le chemin stratégique que vous avez emprunté pour venir au plateau, hein, et puis cette zone qui est ici correspond à la route que vous avez empruntée, avec l'espace de la ferme Sainte-Geneviève, pardon, Sainte-Marguerite, je vais y arriver, l'espace de la ferme Sainte-Marguerite. En gros, vous êtes assis sur les vestiges de la ferme Sainte-Marguerite, un petit peu, et puis le hangar se situerait ici. Sur cette image, il n'est pas construit. Il n'existe pas à l'époque. Hein. Donc la zone sur laquelle on se trouve, en gros, c'est pas de chance, elle est dans le coin de la photo, la partie manquante. Hein. Nous sommes ici. Et donc, ces hangars ont été prévus pour des avions, et il n'y a jamais eu de dirigeable ici. Il n'y en a pas eu. Parce qu'un hangar à dirigeable, c'est très grand, ça se voit de très très loin, les structures seraient restées très longtemps s'il y avait eu des dirigeables pendant la Première Guerre mondiale, donc il n'y a pas de dirigeable ici. On trouve parfois des gens qui vous disent dans des livres une photo avec un beau hangar à dirigeable, Malzéville. C'est un beau hangar à dirigeable, mais c'est pas ici. C'est pas ici du tout. Ah non, c'est même Jarville, il n'y avait pas. Chiennery, il était démoli. C'est même pas Nancy. C'est beaucoup plus loin. C'est sans doute beaucoup plus loin. Hein, parce qu'on a un certain nombre de photos qui traînent et qui sont en fait mal identifiées. Donc on nous dit un lieu géographique, mais en fait c'est pas le bon. Il y a des petits détails qu'on relève de temps en temps qui permettent d'affirmer que ce n'est pas forcément l'endroit indiqué. Donc, en 1915, 1916, 1917, il y a de plus en plus de hangars, il y a de plus en plus d'avions ici, mais pas de dirigeables, et notre hangar n'est pas construit. Notre hangar n'est pas construit, il sera construit en 1924. Adjudication en 23, et il sera construit en 1924. C'est très intéressant de s'intéresser à ce hangar, parce que c'est le seul qui reste, on pourra s'interroger sur la raison de cette survivance. Alors, le hangar, tel que vous le voyez aujourd'hui, est un peu différent de son état d'origine. Hein, vous reconnaissez globalement les formes du hangar, et vous avez ici un certain nombre de travées que vous ne voyez pas quand vous êtes du côté parking, mais que vous voyez du côté piste. Hein, on les retrouve avec les doubles fenêtres. En fait, le hangar actuel, il lui manque toute la face avant. Toute la face avant qui est là a disparu. Elle a disparu, je vous montrerai des images un peu plus tard, mais à l'état d'origine, en 1924, hein, il y avait une grande porte ouvrante avec des structures métalliques qui dégageaient totalement l'ouverture du hangar, hein, une casquette supplémentaire. Hein, c'est un hangar qui faisait près de 1000 mètres carrés et qui a été construit sur un modèle de hangar standard venu des États-Unis.
Ce qui est intéressant de comprendre avec ce hangar, c'est que par rapport aux images que je vous ai montrées précédemment, c'est un hangar construit en maçonnerie, en dur. C'est un hangar qui a une partie maçonnée qu'on voit bien à l'arrière et sur le côté, et c'est ce qui explique pourquoi ce hangar a subsisté. Parce que lorsque l'armée est partie, l'armée de l'air est partie du plateau de Malzéville pour se déplacer sur la plaine Flageols, eh bien, ils ont démonté tous les hangars, sauf celui-ci. Parce qu'il était, un, tout neuf, et deux, en maçonnerie. Donc, pour la petite anecdote, si vous voulez avoir des informations complémentaires, il se trouve que nous avons mis en ligne avec mon cher frère qui est là, l'histoire du plateau, l'histoire de la plaine Flageols. Hein, vous trouverez ça sur YouTube si ça vous intéresse. C'est un documentaire d'1 heure avec toute l'histoire de la plaine Flageols jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle va être transformée en partie en zone d'activité et de loisirs. Donc, lorsque l'armée de l'air part, le dernier avion part en 1926. Lorsque l'armée de l'air part de Malzéville, on va avoir dans le journal une demande pour que des gens viennent démonter les anciens hangars, et on va laisser sur place, justement, celui-ci. Donc, je rappelle, construit en 24, l'armée part en 26, et le hangar va être attribué à l'Aéroclub de l'Est, qui signera un bail en 1929. À partir de là, le hangar est utilisé par l'Aéroclub de l'Est. Alors, quand on cherche un petit peu, on se rend compte que l'Aéroclub de l'Est, en 1927, 28, 29, ne possède que 3 avions. Ce qui est très peu de choses. Mais très rapidement, on a des propriétaires privés et alors, j'ai un petit peu de mal à le croire, mais on trouve jusqu'à 18 avions enregistrés à l'Aéroclub de l'Est. Donc 3 de l'Aéroclub plus 15 avions de propriétaires privés. Je me pose quand même la question, comment on peut faire entrer 18 avions, hein, en les imbriquant sans doute les uns dans les autres, et peut-être que dans les années 30, certains étaient délocalisés ailleurs. Hein, en particulier à essai, à moins qu'il y ait des systèmes pour replier les ailes, ce qui nous ferait gagner pas mal de place. Donc ce hangar va être utilisé à partir de 1926 par l'Aéroclub de l'Est. L'armée, lorsqu'on signe le bail, l'armée dit attention, en cas de conflit, réquisition des installations. Hein, ce qui est parfaitement logique et normal. Et tous les autres hangars sont démontés. Il y a une photo, alors je ne voulais pas apporter, mais il y a une photo, Christian Munch casse son avion sur Malzéville, hein, son premier avion qui est un Caudron G3, il est craché sur le terrain, et à l'arrière, on voit en fait le démontage des hangars. Donc on se focalise sur l'avion qui est craché, mais en fait, à l'arrière, on voit que les hangars sont en train d'être démontés. Mais je n'ai pas attaché. Alors, puisqu'on parle de Munch, le voilà. Et Christian Munch, devant le hangar. Alors, Christian Munch, il est très très connu, donc pour ne pas vous laisser totalement sur votre faim à cause du programme, hein, Christian Munch, c'est le dernier fils de la famille Alza, hein, qui était un pilote qui a fait des raids jusqu'à Tokyo et jusqu'à Madagascar dans les années 30. Donc en 1931, il allait à Tokyo en mars. Ouais. Il est à Tokyo en mars et à Madagascar en octobre. Et puis il repartira à Madagascar pour un raid en 1934. Entre les deux, naturellement, il fait beaucoup de voyages aériens. Il utilisait ses avions pour des fins personnelles et des fins professionnelles. Et c'est pour ça que tous les avions portent la marque Alza. J'en ai répertorié 8 quand même. Hein. Ne dites pas, il y a un avion Alza, il y a 8 avions Alza, au minimum. Et Christian Munch, en 1934, va être président de l'Aéroclub de l'Est. C'est quelqu'un qui est renommé et il va être élu comme président de l'Aéroclub de l'Est. Et il hérite d'un certain nombre d'installations, il va faire beaucoup de choses à l'Aéroclub. La première, c'est qu'il va faire goudronner le chemin que vous avez emprunté pour venir ici. Hein, le chemin stratégique sur la dernière partie est goudronné sous la présidence de Christian Munch. Il va faire construire un chalet, un clubhouse qui portera le surnom de Chalet Munch, qui aujourd'hui a disparu 2 fois, parce qu'il était sur... Certains d'entre vous se souviennent qu'il y avait un bar au bout du parking, jusqu'aux années 90. Sur cet emplacement était déjà le Chalet Munch. Je vous le montrerai sur une autre diapositive.
Et donc, ce qui est intéressant sur cette image de Christian Munch, c'est qu'on voit une extension au hangar, qui est ici. Hein? Donc vous avez le hangar, vous pourrez aller constater tout à l'heure si vous voulez, vous avez le hangar, donc on est côté piste, hein, comme si on marchait sur l'herbe juste à côté de vous, là. Et on a construit, en 1934, une extension de ce hangar, donc avec l'accord des militaires, naturellement, hein, qui a une destination qui est un petit peu étrange pour nous. On nous parle de hangar planeur, parce qu'à partir de 1930, l'aéroclub de l'Est a une section planeur, hein, qui va se développer tout au long des années 30, parce que pendant les années 30, j'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais on considère qu'il faut former de plus en plus de pilotes. En 1936, il y aura ce qu'on appelle les sections d'aviation populaire, où l'État va financer des licences pour former des pilotes dans une perspective de guerre future. Et en parallèle, on développe une aviation, j'allais dire, moins chère, avec le vol à voile qui se développe énormément à partir des années 30, avec une association qui devient une entreprise qui s'appelle l'Avia. Hein. Et donc, à Malzéville, étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'avions dans le hangar, eh ben, on décide de construire une extension. Alors, cette extension, on a évidemment tous les chiffres, on a très peu d'éléments sur la disposition intérieure, sauf ce que je vous montrerai tout à l'heure, et on savait que, enfin, on sait qu'il y a une ouverture sur le côté piste qui fait 10 mètres de large. Sauf que très rapidement, les planeurs font plus de 10 mètres de large. Et on suppose, alors, j'ai pas de certitude, mais on suppose que cette partie du hangar servait plus ou moins d'atelier, tout en gardant le nom hangar planeur. Parce qu'on l'avait inscrit comme hangar planeur, et dans le vocable de l'époque, on continuait à utiliser ce terme de hangar planeur. Mais bon, techniquement, les planeurs ne peuvent pas rentrer dedans. Ou alors un petit bout, hein, avec les ailes démontées. On ne sait pas, par exemple, c'est une information que j'aimerais beaucoup avoir, quelle était la nature du sol. Parce que les planeurs, à l'époque, en tout cas un certain nombre de planeurs, n'ont pas de roue. Ils ont des skis, et donc à déplacer, c'est très compliqué. Si le sol était en terre battue, ça pouvait être compliqué. Là, on est en 1934. Alors, profitons-en avec cette image très rare, une vue aérienne du hangar tel qu'il était en 1935. Alors, on retrouve notre hangar avec sa casquette, évidemment, son extension ici à l'arrière, avec des fenêtres. Alors, on sait qu'il y avait au moins des salles de cours, hein, peut-être de quoi abriter quelqu'un, peut-être des chambres pour les aviateurs de passage. Et puis, on a ici la fameuse ferme Sainte-Marguerite, qui était à l'origine une ferme et qui a servi de bâtiment qui accueillait les militaires à la fin du 19e siècle. Et qui, pendant la Première Guerre mondiale, a servi à abriter des magasins, des pièces, et sans doute un petit peu la troupe. Par ailleurs, on a sur cette photo la trace des fondations des anciens hangars qui ont été démontés. Hein, là, en allant vers TDF. Hein. Alors évidemment, aujourd'hui, il ne reste plus rien de tout ça. On ne retrouve plus aucune trace. Donc tous les hangars ont bien été démontés, et celui-ci, parce qu'il était neuf, parce qu'il était en maçonnerie, c'est pour le bêtisier, ça. Ça va rester comme hangar utilisé dans une perspective militaire en cas de nouvelle guerre et cédé à l'aéroclub de l'Est pour ses activités aériennes. Alors en 1939, Vincent a modélisé les installations telles qu'elles pouvaient apparaître. Alors je vais faire un petit tour, j'ai débordé un petit peu le cadre du hangar. Hein. Alors, ici, sur votre droite, la ferme Sainte-Marguerite. Hein. Le hangar avec son portique pour ouvrir les portes qui dépasse largement l'espace du parking actuel. Le bâtiment, l'extension qui est sur l'arrière. Le chalet Munch, qui a été inauguré en 1937 par un très grand meeting, qui avait une forme un petit peu en croix comme ça, et qui était là pour servir de salle d'attente pour les baptêmes de l'air, qui servait à accueillir les pilotes de passage, qui servait aux assemblées de l'aéroclub de l'Est.
Il y avait même un espace bar déjà pour passer du bon temps. Et Christian Munch avait négocié une licence 4 pour pouvoir distribuer de la bière. On sait qu'il avait un copain qui était directeur des brasseries du côté de Champignol, et donc ça lui permettait justement d'avoir des tarifs. Et puis, j'en profite pour vous attirer votre attention sur le monument, le premier monument à Christian Munch, parce que, du coup, Christian Munch disparaît le 16 janvier 1938 dans le golfe Persique en revenant de Saigon, dans des conditions un petit peu troublantes, puisque Christian Munch était en Orient. Alors on ne sait pas s'il était jusqu'au Japon ou pas jusqu'au Japon, en tout cas il était à Saigon. Il voulait battre des records, mais il y avait sans doute une volonté commerciale derrière. Et il a appris le décès de sa petite fille, enfin de sa fille, de son bébé. Et il serait revenu en catastrophe de Saigon, avec, d'après mes calculs, au moins 24 heures de vol et 26 heures de veille. Ce qui fait une escale de 150 minutes à Karachi, 120 minutes à Karachi, pardon, 120 minutes à Karachi, et il repart immédiatement. Donc il est en état de veille, il surveille la météo, il surveille les pleins, il surveille des tas de choses. Et donc il se crache dans le golfe Persique le 16 janvier 1938. Alors très rapidement, le club va organiser sa mémoire et va faire ériger un monument. Ce monument, il avait cette forme-là, donc puisque je dois parler du hangar, je ne vais pas trop parler du monument. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monument n'a jamais été inauguré. En fait. Il devait être inauguré en juillet 1939, et puis ça a été repoussé d'un mois, mais en septembre 1939, c'est la guerre. Donc le monument n'a pas été terminé, le monument n'a pas été inauguré. La stèle du monument, comme elle n'a pas été posée, elle a été conservée. Elle est actuellement, après restauration, en exposition à l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Et je me pose la question de savoir ce qu'elle deviendra si jamais ça ferme. Et puis, donc le restant du monument a été détruit en 1944, a priori, dans des conditions qui ne sont pas élucidées. Et il est resté la base du monument. Ceux qui venaient ici dans les années 80-90 se souviennent que la base du monument était toujours visible sur le parking. Elle a été déblayée pour faire le parking qui se trouve juste en face. Dans les années 90, on a refait un monument à la mémoire de Christian Munch qui est posé juste devant le bâtiment dans lequel nous sommes. Donc vous aviez ce grand hangar qui était posé là, avec une petite note sur la casquette pour les pilotes qui ne devaient pas descendre directement devant le hangar, parce que vous remarquerez qu'il y a de la pente, il y a beaucoup de pente. Donc on leur demandait de faire le tour, de descendre sur la gauche pour ralentir en tout cas, et ne pas prendre de la vitesse et terminer au fond du hangar, au milieu des avions. Sur l'autre côté du hangar, il me semble, alors Vincent, tu me confirmeras qu'il y avait une mention pour les vols coqueluches aussi. Oui, absolument. Baptême de l'air, aéroclub de l'Est, baptême de l'air, vol coqueluche. Et vols coqueluches. Donc les vols coqueluches étaient des vols organisés pour soulager les enfants qui étaient atteints de cette maladie. Et ça se fait toujours en fait. Ça se fait toujours ? Ah oui, c'est efficace. On leur fait prendre de l'altitude et du coup, c'est bon pour les poumons. Donc l'aéroclub organisait des vols coqueluches. Alors, il semblait bien qu'il y avait la mention sur la façade. Arrive donc 1939. Alors vous pouvez vérifier qu'on a tout bien fait au niveau de l'infographie, puisqu'on a notre chalet qui est là, on a le bâtiment sur l'arrière que l'on voit parfaitement là, et la casquette. Alors 1939, début de la Deuxième Guerre mondiale, les installations sont réquisitionnées, les avions sont réquisitionnés, mais ils sont déplacés, et puis vous avez des petits groupes d'aviation qui vont venir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel se trouve en principe à Essey, mais que dès 1939, Essey est une base d'escadrilles de reconnaissance. Donc les escadrilles sont reculées. Il n'y a rien à Essey en 1939. Donc les escadrilles sont reculées. Par exemple, on a un groupe qui va à Saint-Dizier, où un certain Saint-Exupéry vole d'ailleurs, à Saint-Dizier. Au plateau de Malzéville, on a
ce qu'on appelle des estafettes. Je crois qu'il y a quatre appareils qui sont là sur une partie de l'année 39 et qui font de la liaison. Hein. Ils partiront assez vite. Hein, et en 1940, lorsque les Allemands arrivent sur Nancy, ils bombardent, le 10 mai 40, ils vont bombarder Essey, où 8 avions sont revenus de manière très provisoire. Sur les 8 avions, il y en a 2 qui sont pas en état de vol, qui sont détruits par la deuxième vague qui arrive à 15 heures. Et vous avez 6 avions qui viennent se réfugier à Malzéville dans la matinée du 10 mai 40. Et j'allais dire, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur Malzéville à partir de 1939-1940. On n'a pas de preuve de ce qui se passe à Malzéville à partir de 1940. On sait à partir de 1943, mais entre 40 et 1943, il y a un flou. Hein. A priori, les Allemands n'occupent pas spécialement le terrain. Et on a une preuve, c'est qu'en août 1942, il y a une compétition d'aéromodélisme sur le plateau. Si c'était un terrain militaire, si c'était un terrain utilisé par les Allemands, il n'y aurait pas d'aéromodélisme. Hein. Il n'y aurait pas de civils. Il y a même un article dans le journal en disant les gens de Malzéville, si vous retrouvez des planeurs dans votre jardin, vous êtes priés de les ramener à telle adresse. Hein. Le terrain servira à partir de 1943 de dispersion aux avions d'essai, par exemple. Parce que les Américains vont commencer, et les Anglais vont commencer à bombarder très sérieusement Essey. Et ce qui va se passer, c'est que les Allemands, eux, vont disperser leurs appareils. Et un des terrains les plus proches, c'est Malzéville. Donc entre 1940 et 1943, apparemment, il n'y a pas grand-chose ici. Le hangar est, je ne dis pas abandonné, mais en tout cas peu utilisé. Hein. Donc pour illustrer ça, apparemment, ces images seraient sur Malzéville. Celle-ci est sur Malzéville, l'autre à droite est sur Essey. Elles ont été filmées par un avion américain, piloté par le lieutenant Greening. Et c'est le fils du lieutenant Greening qui nous a transmis les images. Il est toujours vivant, il habite en Floride. Et il a été très gentil, il nous a dit, ben voilà, c'est mon père qui a fait ça, je vous envoie les images. Le raid du 18 août 1944, c'est un énorme raid américain sur Nancy. Il y a un groupe de bombardiers B-24 qui vient bombarder Essey. Et ils sont escortés par 3 groupes de P-38. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont été renseignés, on dirait des avions dispersés, et vous avez 2 des groupes de P-38 qui a l'ordre de patrouiller et de détruire tout ce qu'ils trouvent. Tous les avions qu'ils trouvent, ils auront un décès, un jeune aviateur qui est a priori tombé à cause de la flaque du côté de Bon Secours. Et on voit parfaitement ici, donc, les installations d'essai avec les grands hangars en béton. On voit ici un Heinkel 111, ici, pour ceux qui ont de bons yeux, un P-38, et dans le fond, de manière un petit peu fantomatique, le crassier de Jarville. Un des crassiers de Jarville. Hein, donc, l'avion a dû passer au-dessus du plateau, est descendu sur Saint-Max, et est passé au-dessus d'essai. Donc, ici, l'espace de la piste, hein, et puis les hangars qui se trouvaient du côté de Saulxures. Direction Jarville. Et voilà l'état du hangar en 1944. Donc on se rapproche de la situation actuelle. Alors, les premières personnes qui ont vu ça ont dit « hangar bombardé ». Eh ben non. Il n'a pas été bombardé du tout, le hangar. Il n'a pas été bombardé. Pourquoi? Parce que regardez que toutes les fermes qui sont là sont intactes. Il n'y a pas de trace d'incendie. Il n'y a rien. S'il y avait eu une bombe, ça aurait fait un gros trou, et puis ça aurait fait un chou-fleur par-dessus. Hein, avec des fermes complètement tordues, des murs beaucoup plus abîmés. Ce qui se passe, et c'est les Américains qui nous le disent, sur renseignement de la résistance. Alors vous avez ici le texte original, mais je l'ai traduit. Hein. Un ancien terrain d'exercice militaire français qui était inactif jusqu'au printemps 43. Donc quand je vous ai dit qu'il n'y avait rien, hein, inactif jusqu'au printemps 43,
lorsque la Luftwaffe a commencé à y organiser des entraînements, en 1944, il devient un champ de dispersion pour Nancy-Essay. Et surtout là, auparavant, un seul petit hangar qui, en 1944, a été démantelé et enlevé. Le hangar n'a pas été bombardé, le hangar a été démonté. Hein? Ce qui explique pourquoi toute la partie, toute la façade, toutes les fermes de façade, toute la structure de la casquette qui était au-dessus de la porte, et les portiques qui servaient de glissière pour les portes du hangar, ont disparu. Elles n'ont pas été détruites, elles ont été découpées, sans doute chargées sur des camions en direction de l'Allemagne. Parce qu'à partir de 1943, vous le savez, l'Allemagne commence à avoir des petits problèmes d'approvisionnement, et en fait, c'est un pillage systématique des matières premières. Et là, vous avez des structures métalliques qui ne demandent qu'à être fondues pour faire de l'armement, pour faire des chars, pour faire tout ce que vous voulez. Et donc ça, c'est une preuve, j'allais dire, quasiment irréfutable du fait que le hangar n'a pas été bombardé. Et quand vous regardez la partie arrière, donc vous pouvez toujours voir, c'est son état actuel. Alors profitez-en avant que ça change. Profitez-en avant que ça change. Alors, pourquoi je vous montre cette partie maintenant? Tout simplement parce qu'on retrouve des traces, j'allais dire, archéologiques de tout ce que je vous ai dit précédemment. Vous avez ici la ligne de toiture de l'atelier planeur qui avait été construit en 1934. Vous avez ici, et je vous mettrai peut-être, alors je ne sais pas s'il est là tout de suite, voilà, vous avez un gros plan de ces structures métalliques qui servaient à la toiture de ce hangar. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que la découpe est parfaite. Ça a été coupé. Ça a été vraiment découpé. Ça veut dire que toute la partie métallique de la structure de cette extension du hangar, de cet atelier, a été enlevée proprement. Dans un but de récupération. Elles sont toutes coupées pareil. Vous pourrez aller voir. Sur ce mur, donc la partie qui correspond à la toiture, vous avez ici une grande ligne verticale qui correspond à la séparation que je vous avais montré entre la partie hangar, là où il y avait Christian Munch et son avion, et la partie sac de cours, entre guillemets, habitation, qu'il y avait du côté parking, que je vous ai montré avec l'autre vue tout à l'heure. Et puis, alors c'est là où il ne faut pas se tromper, vous avez ici d'autres traces de maçonnerie, mais ce sont des traces qui ont été faites lors de la reconstruction après-guerre. Parce que effectivement, le hangar il a subi plusieurs transformations. Donc, cette partie porte à la fois les traces de la construction de 1934, mais aussi et surtout du démantèlement qui a été fait par les Allemands entre 1943 et 1944. Et donc, quand les responsables de l'Aéroclub de l'Est, en particulier son nouveau président, qui s'appellera Roger Maire, qui était élu, il me semble, en octobre 1945, lorsque les responsables remontent, ben voilà ce qu'ils trouvent. Ils trouvent cette structure, donc ce grand hangar photo de l'intérieur. Donc certains disent « ouais, ça a été incendié ». Non, c'est pas de l'incendie, ça. C'est pas possible que ce soit un incendie. Je vous explique pourquoi. Parce que si c'était un incendie, les traces, elles seraient au-dessus de la fenêtre. La suie, les flammes, elles montent. Ça, c'est des traces d'humidité. Et puis, ça serait effectivement effondré, simplement parce que la chaleur aurait distordu les structures métalliques. Donc, voilà ce qu'ils trouvent. Et, si vous voulez, les responsables de l'Aéroclub de l'Est vont faire un dossier de dommages de guerre. Et dans les dommages de guerre, on va mettre tout. On va mettre le hangar, on va mettre la ferme Sainte-Marguerite qui, je ne vous l'ai pas dit dans l'exposé, mais a été rasée. On va mettre le clubhouse qui a été rasé. Et on va mettre le monument Munch qui n'existe plus. On ne sait pas pourquoi, mais il n'existe plus. Donc, on fait la liste pour toucher, j'allais dire, entre guillemets, un maximum d'argent, pour charger les Allemands, voire les Américains en disant ils ont tout cassé. Et on veut avoir un dossier de dommages de guerre. Ce qui sera le cas. Et je ne pense pas... Alors, ça c'est l'analyse que j'en fais, mais je ne pense pas qu'ils sont de mauvaise foi. Franchement, oui, ils arrivent, c'est cassé, on fait la liste de tout ce qui est cassé.
on ne se pose pas tellement la question dans quelles conditions ça a été démoli. Je pense qu'ils sont très sincères en disant voilà, c'est fait de guerre, ça a été bombardé par les Américains, par les Allemands, machin, et on envoie le dossier. C'est des choses qui traîneront longtemps parce que la reconstruction du monument Munch aura des répercussions en 1958. Je ne vais pas vous développer ça. Et puis, dans les mêmes dates, il y a la construction du second chalet, celui que vous avez sans doute connu, qui est toujours financé sur dommages de guerre, et dont il y a eu quelques dépassements dans le devis. On va dire ça comme ça. Donc, les membres de l'Aéroclub de l'Est, qui se remet en route très rapidement en 1945, à la fin de l'année 1945, vont scinder leur activité en deux parties. Première partie, il y aura reprise des vols à essai sur avion motorisé, avion à moteur. Et vous avez une partie du club qui va monter à Malzéville pour nettoyer le hangar, pour réouvrir la section vol à voile, sous l'impulsion de Charles Lefebvre. Et Charles Lefebvre dit très simplement aux membres, le matin, c'est travaux de rénovation, l'après-midi, c'est vol. Hein, vous faites des travaux et vous serez récompensé par des vols l'après-midi. Hein, dès 46-47. Donc, on va déblayer le hangar. Ici, c'est Jean Biolay, d'après tous les spécialistes ici, qui jouent de la pelle pour déblayer le hangar. On va reboucher les trous de la piste, parce qu'il y a pas mal de trous dans la piste. Et puis, on va remettre l'activité progressivement en place. Alors, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse sur Charles Lefebvre, qui va être chef pilote ici de 40... Alors, j'ai peur de dire une bêtise, parce qu'il est employé par l'Aéroclub de l'Est, je crois qu'il prend ses fonctions en janvier 46 jusqu'aux années 60, 68, je crois. Et il va dire deux choses. Il va dire, le hangar de Malzéville est un ancien hangar de la Première Guerre mondiale où il y avait des ballons. Première erreur qui va se répandre comme une traînée de poudre. Certains m'en parlent encore au club. Hein. Et deuxièmement, il va dire, les portes du hangar vont être faites par un prisonnier allemand, donc les portes en bois, que certains doivent s'en souvenir, ont été réalisées par un prisonnier de guerre allemand. J'ai un petit doute. Alors sur la première hypothèse, je suis clair et net, c'est pas vrai. Sur la deuxième, j'ai un petit doute. Et j'en profite pour vous montrer qu'il y a toujours des traces de cette période-là. Si on reprend l'image qui est ici, que je vous ai montré tout à l'heure, je vous fais remarquer, ici, il y a un petit creux, il y a un petit trou. Et bien, cet espace a été comblé, et lorsque vous allez dans le hangar aujourd'hui, vous le retrouvez. Hein, quand vous rentrez, c'est tout de suite à droite, regardez tout en haut, hein, quand vous rentrez ici, hein, là ça se voit pas, il n'y a pas assez de contraste, mais c'est ici. Hein, on le voit. Alors, de l'extérieur, on ne le voit plus parce qu'il y a eu un bardage qui a été posé, il y a assez longtemps, mais c'est une trace de la rénovation du hangar juste après la guerre. Cette image, je vous la passe parce qu'elle est intéressante sur deux petits points. D'abord parce que vous voyez qu'on recycle très bien le matériel américain. Je pense que là, il n'y a pas trop de problème de refroidissement. Et puis surtout, il y avait un petit muret qui est ici, sur l'espace de l'ancien atelier. Et a priori, c'était pas bétonné, c'était de la terre. Hein, je vous ai dit, on s'interroge sur la nature du sol de cet atelier. Ça, c'est une photo de 47. Et a priori, il y avait de la terre battue ou un sol en terre. On n'a pas d'autres détails, on n'a pas d'autres images. Les membres de l'Aéroclub de l'Est vont se remettre très rapidement au travail pour remonter ce hangar. Donc ils vont avoir une subvention pour les tôles, les toitures, mais pour ce qui concerne la façade, on va monter deux grands murs en pierre sèche, qui sont ici, et les pierres, on va les trouver sur les ruines de la ferme Sainte-Marguerite, qui est juste là derrière, qui était là derrière nous, hein, sur l'espace du hangar planeur qui est juste à côté. Donc on va monter deux grands murs de pierre sèche, ils sont toujours là. Hein. Si vous regardez, hein, c'est ces murs qui sont là. Donc on va réduire l'espace de la porte, tant en largeur qu'en hauteur. C'est beaucoup moins
haut que la porte d'origine, avec, alors là on la devine puisqu'on la voit, une petite casquette qui existe toujours. Et puis, vous avez deux grands pans de mur de la dernière travée du hangar, ici, qui en fait ont subsisté au démontage et qui vont servir d'appui pour deux bâtiments latéraux que vous pouvez toujours voir aujourd'hui. Alors, tiens, je l'ai mis en gros plan le mur. Donc mur en pierre sèche qui vient de la ferme Sainte-Marguerite. Et à partir de 47, on va construire les petits bâtiments, donc appuyés contre ces murs de façade du hangar qui n'avaient pas été détruits. Et ils ont été réduits en hauteur pour faire les toitures. Vous constaterez aussi que les fenêtres sont très différentes aujourd'hui, sont beaucoup plus petites, parce que les bâtiments ont été abandonnés et ont été reconstruits dans les années 90. Donc en 48, le hangar a globalement la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Hein, il y a 2 ou 3 petits détails qui changent. Je vous ai dit les fenêtres ici, en particulier en haut et en bas, et vous avez ici un bâtiment latéral qui a été construit sur cette place-là. Donc c'est le bâtiment que la plupart d'entre vous connaissent, qui a été utilisé par l'activité vol à voile, donc à partir de 1947, sous l'impulsion du président Roger Maire et de Charles Lefebvre, qui se partageait son temps entre Essey pour le vol moteur et Malzéville pour le vol à voile. Alors, en parallèle de ces deux bâtiments qui sont sur la façade, on va construire 2 ailes, donc à l'arrière du bâtiment, sur une partie de l'espace de l'ancien atelier. Il y a toujours les portes d'accès, vous pouvez les voir sur l'arrière du bâtiment, qui ont été utilisées très longtemps et qui ont été utilisées comme atelier. Ça a été démoli à tout début des années 90. Pour construire le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, ce bâtiment, alors tous les personnages qui sont là, c'est Roger Maire. Tous les bâtiments qui sont là, tous les personnages pardon, qui sont là, ne m'intéressent pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure. Vous voyez, qui était une structure en bois, c'était une structure qui n'était pas très très solide. Et ça, c'est le bâtiment qui se trouvait du côté piste. C'est le bâtiment qui se trouvait du côté piste, qui a priori était réalisé avec une structure beaucoup plus légère que le bâtiment côté parking, qui lui était en maçonnerie. Et donc ce bâtiment, je sais pas, je l'ai pas connu de toute manière, il a dû être démoli dans les années 70. Je sais pas, tu me diras. Par contre, l'autre bâtiment, on l'a connu assez longtemps. Et puis, pour finir, donc avec une partie des dommages de guerre, eh bien, le club a construit un clubhouse que certains ont bien connu, sans doute. Quand on venait le dimanche, on pouvait boire un petit coup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas été si simple que ça pour le club. Parce que, à partir du début de la guerre d'Algérie, les militaires ont voulu récupérer le terrain et éjecter le vol à voile. Ils ont dit, voilà, on récupère le terrain. Ils sont... c'est remonté très loin parce qu'on est allé rechercher dans les déclarations en préfecture qu'en 1947, les choses n'avaient pas été faites de manière correcte du point de vue administratif et que donc le club n'avait pas à être là. Donc je ne sais pas exactement comment les choses se sont arrangées, mais on a fait intervenir, Roger Maire a fait intervenir beaucoup de monde pour essayer de pérenniser l'activité sur le terrain, alors que l'armée disait non, on veut récupérer le terrain, c'est la guerre en Algérie, on a besoin de récupérer les terrains. Et sur l'entrefaite, ils arrivent quand même à construire le clubhouse qui est quand même une vraie maison, quoi. C'est pas quelque chose de provisoire qu'on pourrait démonter facilement. Vous verrez que cet élément est important. Cette maison va engloutir un très grand reste de tous les crédits des dommages de guerre, et le monument à Christian Munch n'a pas pu être construit, ils n'avaient plus les sous, en fait. Et en 1958, lorsqu'on est allé interroger le président de Alsa, qui était le frère de Christian Munch, il dit, pas de problème, je peux financer, l'entreprise financera, sauf qu'il meurt en 58. Et donc le monument Munch, qui devait être reconstruit en 58, n'a pas été reconstruit du tout.
il faudra attendre beaucoup plus longtemps. En plus, on ne sait pas quelles étaient les relations entre Christian Munch et entre la veuve de Christian Munch et l'entreprise. Alors, cette image de 1960 nous permet de voir les installations. Donc, le clubhouse que je viens de vous montrer, le hangar avec ses bâtiments. Hein, vous remarquez que le bâtiment en dur est un peu plus long que le bâtiment en structure plus légère. Vous avez ici, pour ceux qui se poseraient la question, trappe à essence. Petit bâtiment triangulaire, c'est pour l'essence. Hein. Et donc ce bâtiment est resté très longtemps dans cet état. Et en 1961, on va construire en 2 phases, 2 hangars qui s'appellent des hangars Rouméas, qui ont été financés, puis c'est le président maire qui allait le chercher avec sa propre remorque, parce que c'est des hangars qui étaient destinés à accueillir des planeurs. Jusque-là, tout va bien. Mais ils ont la réputation d'être démontables, donc provisoires, dans la perspective où il aurait fallu libérer les terrains, si l'armée avait vraiment insisté. Donc vous avez d'une part un bâtiment qu'on construit en dur pour dire voilà, on est là, on ne bouge pas. Et de l'autre côté, on dit oui, non, mais on ne sait jamais, parce que si jamais il faut déménager les planeurs, il vaut mieux qu'on ait une structure légère, qu'on puisse déménager. Donc ce hangar Rouméas sera doublé par un second, et seront réunis pour faire un hangar plus vaste. Ils seront détruits en 89 par un incendie. Et puis vous avez ici une antenne qui a servi très longtemps pour la radiocommunication avec les appareils. Donc voilà à quoi ressemblait en 62 l'ensemble des installations du site, avec le hangar qui est toujours là, qui est toujours centenaire aujourd'hui. Hein. J'en profite pour vous montrer les dernières transformations qu'il y a eu. Donc la porte a été changée par une porte métallique. Hein. Les tôles ont été changées aussi. Vous avez ponctuellement au coin du hangar, pour ceux qui veulent faire attention, les bases des structures métalliques du portique d'origine, donc qui servaient à l'ouverture des portes. Et puis je ne résiste pas, parce que là c'est beaucoup plus récent, le sol qui est là, que vous voyez ici en photo, était en fait le sol d'origine du hangar, hein, la partie qui était devant, qui en fait était à l'origine à l'intérieur du hangar, hein, puisque les 2 latéraux ont été effondrés, et qui a été recouvert de manière assez récente, puisque ça doit dater du mois d'avril ou mars, par un goudron. Hein. Remplacé, pas recouvert, remplacé. Remplacé ? Bah oui, malheureusement. Remplacé, alors, par du goudron. Donc vous avez une trace archéologique là qui vient de disparaître. Donc le hangar, ici, côté piste, hein, dans son état presque d'origine, avec la partie arrière que je vous ai détaillée, avec ces différentes travées que l'on distingue mieux de ce côté-là que de l'autre côté, parce que de l'autre côté, naturellement, il y a les bardages. Cette dernière travée qui est ici, qui allait jusqu'au sommet du toit, qui est la travée manquante. Et puis ici, il y a eu la position de vérification que le bâtiment ne bougeait pas trop. Hein, il y a une lézarde, apparemment il ne bouge pas. Donc aujourd'hui, ce bâtiment, aujourd'hui il a 100 ans. On va essayer de le préserver, de le regarder un peu avec tendresse, parce qu'il a vu passer quand même pas mal de pilotes. Et puis, il y a un certain nombre d'idées, enfin, en tout cas pour le rénover, cette partie-là, parce qu'on nous dit que c'est pas très glamour de voir ce crépi tout vieux, et puis ces lézardes et ces fermes qui dépassent, mais c'est quand même une trace de l'histoire du hangar, hein, que je trouvais très intéressante, en tout cas à mettre en valeur et à vous expliquer pour le centenaire de ce bâtiment. Si vous voulez tout savoir, et encore plus, je vous indique à votre disposition, ça fait un peu le petit piracole quand même, j'ai écrit avec Vincent un livre sur l'histoire de l'aviation à Nancy, qui est disponible à la vente, si vous le voulez, au prix de 59,90 €, dédicace gratuite, je vous le promets. Et vous retrouverez toute l'histoire de tous les terrains d'aviation autour de Nancy, des origines aux années 60, sur 20 km autour de la ville. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, durant la guerre de 14, il y a eu jusqu'à 18 terrains quand même. Hein, il y a eu beaucoup de monde, et puis des portraits et plein de détails sur Malzéville, sur Essay, sur Aslo, sur Pont-Saint-Vincent, avec beaucoup d'iconographie. Il fait 367 pages, il y a plus de 270 illustrations.
Je vous remercie. Christophe, merci pour cette conférence. C'était un plaisir. C'était très enrichissant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ah oui. Ouais, j'ai appris plein de trucs parce que c'est vrai que le hangar tel qu'on le voit aujourd'hui, on peut pas s'imaginer sa géométrie de l'époque. Et tout ce qu'il y a eu, tous les événements qui ont... Tout ce qu'il y a eu, effectivement. Donc merci infiniment t'en pour prie. ton aide et puis pour apporter cette culture locale, aéronautique, que Oui. les gens n'ont pas, visiblement. Enfin, moi, je l'avais pas au départ. Hein. Mais pas Ouais. complètement, je connaissais quelques petites choses, des brides, mais C'est un il me plaisir. manque des choses. C'est un plaisir de partager. Voilà. Et on n'oublie pas que finalement, ce hangar est aussi... L'histoire de ce hangar est décrite dans ton livre. Bien sûr. Voilà, un très beau livre. 367 pages, hein, 367 Bon pages. livre, En couleur, complètement Oui. en couleur. avec plein d'illustrations. Plein d'illustrations. Au prix de... 59,90 plus le port, évidemment, hein, c'est fabriqué à la demande, donc vous C'est le commandez et vous le recevez dans votre boîte aux lettres quelques Voilà. jours plus tard. Et on a le lien donc en description sous la vidéo. Merci beaucoup. Voilà, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et puis ce livre, en fait, on peut l'acheter directement en ligne, donc impression à la demande. Oui. Directement. On à reçoit fait. dans la boîte aux lettres. C'est bien. C'est pratique. Voilà. C'est pratique. Pratique, on apprend plein de choses, pas seulement sur la plateforme de Malzéville et sur ce hangar, on apprend plein de choses sur l'aviation. Donc de 1909 à 1960. 60 sur tous les terrains autour de Nancy, à Ouais. 20 km autour de Nancy. Ok. Voilà. Merci Christophe. Je t'en On prie. essaiera peut-être de se faire une vidéo prochainement sur, pourquoi pas, la plateforme de Malzéville. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire et on le fera, j'espère, s'il fait un peu meilleur, dehors. Oui. Sur cette grande pleine herbeuse, Et encore une. en se baladant, en se baladant. En se baladant, ce sera plus agréable. Merci Christophe, Je t'en prie. à bientôt. Et ben, quand tu veux. Et voilà, on va essayer de se ressortir du hangar en passant au-dessus des Sans planètes. rien casser. Sans rien casser. Merci Allez. Christophe, à bientôt. À bientôt, merci.